Et coucou les aventuriers, c'est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Session un peu particulière puisque je me suis rendu compte que j'ai perdu, suite à une erreur de manipulation de ma part, l'audio des 2 prochains épisodes, donc qui ont été tournés lors de la même session. C'est pourquoi je me propose de vous commenter la vidéo afin que vous puissiez suivre le fil de l'histoire et ne pas être perdu. Je m'excuse en avance de la gêne occasionnée et j'espère que vous arriverez à suivre quand même. Alors avant de commencer, je voulais en profiter pour remercier Eledril, un collègue maître du donjon qui m'a permis d'accéder à son travail de réécriture de la campagne afin de vous offrir un contenu plus approfondi sur certains aspects. Et donc je mettrai dans la description de la vidéo le lien de son Patreon afin que vous puissiez y jeter un œil et voir tout le contenu qu'il propose. Donc sur ce, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois, à savoir que le groupe venait de sortir de Vallaki et se dirigeait vers l'ouest en direction de Kresk. Donc en sortant de Vallaki, Asbarn propose de faire une pause afin de récupérer. Mais Ismark pense que ce serait plus prudent d'attendre d'avoir atteint Kresk. Il précise que les routes sur la vieille route de Slavish ne sont pas très sûres et pour rappel, nous sommes milieu d'après-midi et il leur faut compter à peu près 2 heures pour atteindre Kresk. Donc le groupe se met en route, Asbarn quelques mètres en arrière pour surveiller leurs arrières. Ils passent un premier pont de pierre qui enjambe une rivière avant d'arriver à un croisement. Cette intersection en X, dont les différentes bifurcations partent vers le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest et le sud-est, ils y remarquent la moitié inférieure d'un panneau de signalement en bois qui est planté de travers à l'est, près du croisement. L'autre moitié du panneau, dotée de flèches pointant dans 4 directions différentes, est tombée à côté dans les mauvaises herbes. Tifli récupère ce panneau et le replace dans le bon sens pour qu'ils arrivent à lire les indications. Vers le sud-ouest, le panneau indique Kresk et la passe de Tsolenka. Vers le nord-est, le lac Baratok. De la direction d'où ils viennent, Vallaki et Ravenloft. Et enfin, au sud-est, Bérez. Asbarn propose de prendre un autre chemin pour arriver à Kresk, mais Ismark n'est pas très rassuré à l'idée de ne pas suivre les panneaux. Ils débattent un petit moment pour savoir quelle route suivre. Et après s'être mis d'accord, ils partent en direction du sud-ouest. Flamme en profite pour chercher des herbes en chemin. Et elle arrive à en repérer quelques-unes qu'elle ramasse afin de pouvoir faire une infusion un peu plus tard. Le groupe se déplace sur ce chemin entouré de forêts dans un climat un peu automnal avec toujours cette brume qui les entoure.
Et au fur et à mesure qu'ils descendent, ils voient cette montagne qui se dessine au sud de leur position. Ils continuent à avancer, toujours prudemment. Et alors qu'ils arrivent à une nouvelle intersection, ils voient, loin au-dessus de la vallée fluviale, dépasse un paisible promontoire sur lequel s'élève un manoir sépulcral aux remparts sculptés, reliant des tourelles aux toits en pointe comme ceux des contes de fées. Un tiers de la structure, ainsi qu'une partie du toit s'est effondré, mais le reste semble intact. Une sombre tour octogonale domine l'ensemble de l'édifice. Le groupe se pose alors la question de quel est ce lieu. Ismark ne sait pas de quoi il s'agit, mais il préférait ne pas s'attarder. Velours, lui, se souvient qu'on leur a parlé à Vallaki d'une histoire de dragons et de manoirs. Après en avoir discuté un petit moment, il décide d'avancer en prenant l'embranchement au nord-ouest et de continuer en direction de Kresk. Au fur et à mesure que le groupe avance, la brume semble se clairsemer, sans pour autant totalement les quitter. Alors qu'ils continuent leur route, ils arrivent à un nouveau carrefour avec plusieurs embranchements. Vers le sud, ils voient une route qui indique le pass de Tsolenka. Vers le nord, ils aperçoivent un chemin un peu boueux qui a l'air de monter légèrement. Et ils préfèrent continuer leur route toujours en direction de l'ouest. Et au bout de 10 minutes de marche, ils arrivent à une nouvelle intersection. Près de la route, ils voient un panneau de signalement usé par les intempéries. Les 3 flèches du panneau pointent chacune dans 3 directions qu'emprunte la route. Sur la flèche indiquant le nord est inscrit Kresk. Et à travers la forêt, ils voient un pont de pierre formant un arc au-dessus de la rivière. Sur la flèche indiquant l'est est inscrit Vallaki et la route grimpe un peu. Sur la flèche indiquant le sud-ouest est inscrit le magicien des vins. La route descend légèrement dans cette direction. Le groupe comprend alors que cette route peut les mener au viticole du magicien des vins. Mais ils préfèrent continuer en direction de Kresk, car il leur semble qu'ils sont bientôt arrivés. Ils traversent donc le pont et continuent à avancer vers l'ouest.
La route est étrangement calme. Ils ne rencontrent rien. Et au bout de 2 heures environ, ils arrivent à hauteur du village de Kresk. Ils voient que la route bifurque vers le nord et grimpe à un escarpement rocheux pour se terminer devant un corps de garde construit dans un rempart de pierre de 6 mètres de haut, renforcé par des contreforts tous les 15 mètres environ. Le rempart entoure un village construit sur le flanc d'un éperon montagneux saupoudré de neige. Derrière le rempart, ils voient les cimes de sapins enneigés et de fines volutes de fumée blanche. Ils entendent le tintement maussade d'une cloche provenant d'une abbaye de pierre bâtie sur le versant de la montagne loin au-dessus du village. Le tintement de cloche régulier est accueillant et fournit un contraste bienvenu avec le silence de mort et le brouillard oppressant auquel ils se sont accoutumés. Malgré la distance, ils aperçoivent au loin ce qui ressemble à une route qui grimpe en lacet le versant d'une falaise et relie le village fortifié à l'abbaye. Les aventuriers sont assez surpris par le contraste de climat qu'il semble y avoir ici. Kailin demande à son loup d'aller vagabonder aux alentours, au cas où les loups ne soient pas les bienvenus à Kresk. Mais elle lui demande de rester à proximité, au cas où elle aurait besoin de lui. Le groupe commence alors à s'engager vers le nord pour arriver au niveau de Kresk. Et alors qu'ils suivent la route, ils sentent la fumée et le poil brûlé monter depuis Kresk. Aux abords de la muraille, une croix a été élevée, portant le corps mutilé d'un loup-garou sous forme hybride. La croix est actuellement embrasée, un feu de joie macabre auquel répondent les cris de joie de la population assemblée. Une dizaine d'hommes et de femmes, des paysans, qui se tiennent encore devant le bûcher. Le groupe hésite un petit moment avant de s'approcher de la foule pour en savoir plus. Velours s'enquire de pourquoi la population a l'air heureux. Un paysan leur explique qu'ils ont enfin réussi à capturer un de ces fichus loups-garous. Et il leur dit qu'un chasseur de monstres est passé récemment et les a aidés à capturer un des enfants de la mère nuit. Asbarn demande alors qu'est-ce qu'un enfant de la mère nuit ? Et le paysan leur explique que c'est un des noms qu'il donne au loup-garou. Le paysan leur explique que les loups-garous sont accusés de piller de la nourriture
d'enlever des enfants, mutiler les habitants chez eux et de tuer les citoyens qui sortent des murs de Kresk. Asbarn demande alors si le chasseur de monstres est encore sur place. Et le paysan lui répond qu'il s'est rendu à l'abbaye. L'homme ne sait pas à quoi il ressemble, mais il leur dit qu'il est assez jeune et qu'il boite. Velours s'enquire de quelle est la meilleure auberge de Kresk, et il tombe des nues lorsque le paysan lui répond qu'il n'y en a pas. Il leur conseille alors de s'adresser au bourgmestre, Dimitri Kreskov. À ce moment-là, Velours demande quelle est la situation politique de Kresk. Et le paysan lui répond qu'à part les loups-garous, ils sont plutôt bien à Kresk. La ville est autosuffisante et cela fait plusieurs générations maintenant que la famille Kreskov dirige la ville. Le groupe se concerte alors pour savoir quelle est la marche à suivre. Et ils se mettent d'accord pour rencontrer ce bourgmestre. Ils décident alors d'avancer. Ils sentent l'air se rafraîchir alors qu'ils s'approchent du village fortifié. Et ils arrivent devant 2 tours carrées, au toit à 4 versants, qui flanquent un porche de pierre voûtée, fermé par une porte à double battant, en bois cerclé de fer de 3,60 m de haut. Sur la voûte du porche, au-dessus de la porte, est gravé le nom de Kresk. Les remparts qui s'étendent depuis le corps de garde font 6 mètres de haut. Au sommet du parapet, les aventuriers voient 4 silhouettes, chacune avec une lance à la main et un couvre-chef de fourrure sur la tête. Elle remarque qu'elle les observe avec inquiétude. Arrivé à hauteur de la porte, le groupe leur explique qu'ils souhaitent parler au bourgmestre. Et un des gardes part aussitôt chercher le bourgmestre. Le groupe attend quelques minutes. Il trouve l'accueil bien froid. Et au bout de quelques minutes, le garde revient avec un petit homme bien bâti. Il se présente comme étant le baron Kreskov et il leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Le bourgmestre semble méfiant et il leur dit qu'ils soient alliés ou ennemis de Strahd. Dans tous les cas, cela n'apportera que des problèmes aux habitants de ce village. C'est pourquoi il ne veut pas les laisser rentrer. Le groupe lui demande alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le convaincre que leur
intentions ne sont pas mauvaises et qu'ils ne sont pas des loups-garous sous forme hybride qui cherchent à infiltrer le village. Le bourgmestre leur propose alors de rendre service au village pour prouver leur bonne foi. Il leur demande de se rendre au magicien des vins, le domaine viticole un peu plus loin, au sud-est, et de leur apporter des tonneaux de vin. Il leur explique que le vin est encore l'une des dernières sources de réconfort pour les villageois, et il craint que s'il tombe à court, il n'y ait plus le moindre espoir qui résonne encore dans ce village. Sachant qu'ils s'étaient déjà dit qu'ils iraient là-bas, le groupe accepte de se rendre au magicien des vins. Asbarn essaye de négocier plus que le gîte et le couvert, mais le bourgmestre ne semble pas convaincu. Velours tente une petite représentation envoûtante et essaye de charmer le bourgmestre, mais cela non plus n'a pas l'air de l'affecter. Asbarn demande alors s'il serait possible de passer la nuit à Kresk avant d'aller voir le vignoble, mais le bourgmestre ne veut rien entendre. Il leur dit qu'ils peuvent éventuellement se reposer devant la porte de Kresk, mais qu'il ne les laissera pas rentrer. Il décide alors de se reposer rapidement pour récupérer avant de se mettre en route. Ismark s'avoue un peu surpris de l'accueil reçu, mais il pense que c'est jouable de faire l'aller-retour avant la nuit. Le groupe décide donc de se mettre en route vers le vignoble, Asbarn toujours un peu en retrait. Alors qu'ils marchent sur la vieille route de Slavie, ils aperçoivent une silhouette au loin. Et sur ce, je vous propose de faire une petite pause.